La librairie francophone, Emmanuel Kérad. Leïla Sebar est dans la librairie pour L'Orient est rouge, paru aux éditions Elisade. Alors Leïla, dans plusieurs nouvelles, vous racontez le parcours de ces jeunes filles qui, du jour au lendemain, s'enferment dans leur chambre et se radicalisent seules, soit sur Internet, soit en faisant une rencontre malheureuse. Comment est-ce possible ça ? Comment peut-on ne pas voir sa fille se radicaliser ? Parce qu'elle se cache. Les secrets peuvent être des secrets. Et dans ces cas-là, on est dans le secret jusqu'à la mort. Donc, on n'a pas à s'en étonner. Ça ne vous étonne pas, vous ? Non. Non ? Vous trouvez ça logique ? Non, je ne dis pas que ce soit logique, mais ça ne m'étonne pas que des jeunes filles ou des jeunes gens, d'ailleurs, choisissent d'être dans un autre corps, dans une autre vie, dans un autre pays, dans une autre langue. Pourquoi ça ne vous étonne pas ? Parce que je pense que à 15, 16, 17 ans, on se révolte, on est dans la rébellion, l'insurrection, et les modes qu'on peut choisir sont très divers. Enfin, il y a d'autres moyens de se rebeller que d'aller en Syrie, que d'un coup porter le voile intégral comme dans vos nouvelles. C'est leur choix. C'est leur choix. Oui, c'est leur choix. C'est étonnant ce discours, vous me m'étonnez Leïla Sebar, parce que tout ce que vous écrivez, c'est vraiment à charge. C'est vous dénoncer cette violence. Tout est sali par ces minables barbares qu'on appelle terroristes. Et là, vous semblez dire que finalement, c'est presque pas normal, mais que, voilà, ça peut arriver, on peut se radicaliser. Je ne dis pas que ce soit normal. Personne ne dit que c'est normal, le terrorisme. Personne. Mais ces jeunes gens font des choix qui nous étonnent, parce que ces choix ne seraient pas les nôtres. Mais quand on est en révolte, les révolutions, vous savez ce que ça a été, les révolutions. Vous savez ce qu'elles peuvent être. Vous savez les effets qu'elles peuvent produire. Je crois qu'on est dans cette situation. Ce n'est pas une révolution, Leïla Sebar, si je peux me permettre. Non, ce n'est pas une révolution. Pour ces jeunes gens et ces jeunes filles, c'est révolutionnaire. Pour eux, c'est révolutionnaire. Est-ce que c'est révolutionnaire de détruire Palmyre, puisqu'il y a une nouvelle, d'ailleurs, dans votre recueil. Ils ne vont pas, ces jeunes gens et ces jeunes filles dont je parle, ne vont pas là-bas pour détruire Palmyre. Oui. Non. Ils vont là-bas pour donner du sens à leur vie. Et ils sont dans un état d'exaltation et de ferveur tel qu'ils ne voient pas immédiatement les manipulations. Alors ça, vous le dénoncez, parce qu'à Palmyre, justement, il y a cette mère désœuvrée qui fait le bilan de l'éducation de ses fils, dont l'un est passé du côté de Daesh, et elle est seule comme ça au milieu des ruines antiques. Ça sonne presque comme une fin du monde, cette histoire-là. Oui. C'est la fin du monde. Oui, détruire Palmyre, c'est vouloir une fin du monde, une apocalypse. Et bien des sûr. Vies aussi. Bien sûr. Michaël Jean. Je pense que ce que Leïla Sebar décrit, à sa façon, a à voir avec beaucoup de solitude, qui se retrouvent prises dans les filets de ceux qui savent très bien comment exploiter ces sentiments de détresse et ce besoin de se dépasser dans une sorte d'impasse. Et ce qui se passe, c'est que c'est justement ça qui leur est proposé à ces jeunes embrigadés. C'est comment réussir leur mort, au fait. Il y a quelque chose qui est détecté, qui est repéré et qui correspond à une pulsion de mort. Et je trouve que ce qu'il faut, au fait, face à cela, c'est peut-être accompagner davantage des jeunes dans la vie. Or, il se trouve que dans leur solitude, il y a ce drame de ne trouver pas grand monde pour les accompagner. Sauf des personnes qui les embrigadent. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc dans c'est ça la réussite de leur vie. Et c'est ça le piège. Et c'est dramatique, quoi. Ces jeunes gens et ces jeunes filles pensent qu'ils ont reçu la grâce divine. Ils ne sont pas dans un état qui est le nôtre, dans le quotidien, un état routinier, ennuyeux. Et si on veut changer de vie, de corps, si on veut changer le monde, il faut qu'on soit dans un état autre. Il y en a plein d'autres, des états. Mais ce sur quoi on les entraîne, c'est pas du tout vers la vie, c'est vers la mort. Des pays de l'espace francophone, comme du reste du monde, sont pris d'assaut par ceux qui veulent dégager les circuits de leur trafic. Moi, je les appelle toujours ainsi. Ce sont des organisations criminelles de tous les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains,
qui essaient de dégager les circuits de leur trafic en déstabilisant des pays, en les isolant, et qui ont besoin, dans cette démarche, de recruter et qui sacrifient malheureusement nombre de jeunes sur ce sombre dessein. Et c'est terrible. Si on réduit à cela ces engagements, l'engagement de ces jeunes gens, on ne les comprendra jamais. Et on ne fera jamais avec eux un autre chemin. Je crois qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas dans la criminalité eux-mêmes. Ils ne sont pas. Ils ne vont pas pour tuer. Ils ne vont pas pour forcément prendre des armes. Non, non. C'est une sorte de mission mystique. Oui, mais qui entraîne la mort et qui entraîne la prise d'armes. Les grands mystiques sont dans une attitude de mortifère aussi. On va voir du côté des libraires qui ont lu votre recueil de nouvelles, ce qu'ils ont pensé de votre livre. Avec le multiplex Suisse, France ou Belgique, vous préférez commencer par qui, Leïla ? Ça vous est égal. Ok, allons-y. Grégoire, vous êtes en face, allez-y. Moi, je partage effectivement l'idée que c'est une lecture qui est assez éprouvante, de lire ces nouvelles qui sont toutes effectivement très noires et très pessimistes dans tout ce que ça peut porter de messages ou d'absence de messages, justement. Et il y a un personnage qui est en plus, qui est toujours Dieu. Et ce personnage de Dieu qui va toujours oppresser, qui va toujours forcer à avoir une attitude particulière, même dans les moins fanatiques de vos personnages. Et moi, ça m'a beaucoup frappé dans ce recueil. Laura Sanchez, en Suisse, êtes-vous d'accord ? Oui, moi je rejoins Grégoire. C'est vrai qu'il a fallu beaucoup de courage pour écrire ces nouvelles, mais je vous promets qu'il en faut aussi pour les lire. Mais c'est très important que de telles histoires nous soient racontées, parce que ça donne accès aux détails, aux nuances et à des trajectoires de vie singulières. Annick Dor, en Belgique, qu'en pensez-vous ? Oui, je partage un peu l'avis de mes confrères. Là, c'est vrai qu'on ne ressort pas indemne de ce recueil. Certaines de ces nouvelles sont vraiment terribles. Et puis, moi, ce que j'ai quand même trouvé très fort, c'est qu'on voit en filigrane une forme de djihad sexuel. Les femmes, dans chacune de ces nouvelles, elles sont toutes soit violées, soit torturées, soit séquestrées. Et ça fait vraiment très froid dans le dos. On a l'impression qu'il n'y a pas un homme pour en racheter un autre et un peu aider les femmes, quoi. Leïla Sebar, dans votre livre L'Orient est rouge, paru aux éditions Elisade, il y a une nouvelle qui a pour titre L'homme qui pleure. Vous parlez des chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Il y a ce prêtre qui répète que l'exil est une trahison. Il préfère rester sur place, il préfère mourir sur cette terre sainte. L'exil est une trahison ? Moi, j'ai entendu souvent des hommes d'église d'Orient qui disaient très fermement qu'il ne fallait pas partir à leurs fidèles. D'accord, je vous pose une question. Ils doivent rester là. Oui, l'exil, est-ce une trahison, comme vous le décrivez tout au long de cette nouvelle? Est-ce que quelqu'un qui est contraint de fuir son pays par la violence, par la menace, est-ce qu'il est dans la trahison quand il s'enfuit? On peut penser, certains pensent qu'ils sont dans la trahison, d'autres non. Ils sont, on les force à partir. Et vous? Bien sûr. Moi. Vous, qu'en pensez-vous? Moi, je suis perplexe. Je suis perplexe. Moi, je comprends quand l'homme d'église dont on parle dit à ses fidèles, restez là, battez-vous chez vous pour votre terre. Quitte à mourir. Quitte à mourir, oui. Oui. Très bien. Le mot de la fin, c'est pour un libraire, et c'est Jérémy Laniel qui est au Canada. À vous de conclure, Jérémy. Oui, il y a quelque chose de très concret dans cet univers de Sebar. Ces nouvelles sont peuplées d'odeurs d'un temps présent qui semble pourtant et malheureusement, je dirais, millénaire. Les portraits de ces femmes dans le texte de Sebar ne sont pas que ça non plus. Ils répondent à des mécaniques narratives efficaces qui visent pas toujours la chute. Donc, du côté littéraire, là, ça nous laisse parfois dans la brume, et ça, c'est dans notre grand plaisir, malgré que c'est difficile à lire tout au long de la lecture. Voilà, un ouvrage qui va faire réagir, et vos propos, évidemment, Leïla Sebar, qui n'engagent que vous, vont faire réagir aussi. C'est un point de vue qui va faire réagir. Voilà, c'est le débat culturel. Merci beaucoup, Leïla Sebar. L'Orient est rouge, paru aux éditions Elisade. Merci, Michaël Jean, d'avoir préparé cette émission avec nous, d'y avoir participé. Vous vouliez parler des femmes, du slam, de la jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la francophonie, qui se tiendra donc le 20 mars. Et toute la semaine est consacrée à la francophonie, entre le 20 et le 24-25 mars. La place que l'on fera aussi au Salon du Livre auprès des 5 continents, je pense que c'est important. Et j'encourage beaucoup aussi les maisons d'édition du Sud à soumettre davantage d'auteurs, parce que c'est vraiment un prix qui permet de lancer des auteurs et leurs œuvres de manière assez formidable et assez unique. C'est une grande chance. On soutient ce prix, vous le savez, le prix des 5 continents. Chaque année, on en parle ici. Merci beaucoup, Michaël Jean. D'ailleurs, il y a un reportage, un documentaire sur votre parcours qui sera diffusé sur TV5 Monde le 22 mars à 22h. Merci à vous, à bientôt. Merci. La librairie francophone, Emmanuel Guérard.